vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. De nombreux Québécois et Canadiens n'ont pas de médecin de famille. Ils peinent souvent à obtenir des soins de première ligne, particulièrement en santé mentale. Un Québécois sur 3 est concerné et la moitié des patients des groupes de médecins de famille ne sont pas parvenus à trouver un rendez-vous depuis les 2 dernières années. Avec l'adoption de la loi 11 au printemps 2022, le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux a voulu faciliter l'accès aux soins de première ligne. Le guichet d'accès de première ligne, ce qu'on appelle le GAP, propose à ceux qui le nécessitent de prendre un rendez-vous en quelques clics sur Internet. L'actuelle négociation entre les médecins de famille et le gouvernement semble ralentir une issue rapide. Est-ce qu'une pénurie de médecins ou simplement inclure dans l'équation les infirmières praticiennes professionnelles pourrait aider à répondre à ce manque d'accès aux soins? Comment pouvons-nous avoir tous accès aux soins de première ligne? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science, nous nous intéressons aux soins de première ligne. Quelles sont les ressources pour les Québécois sans médecin de famille? Nous en parlons aujourd'hui avec Mylène Breton, professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Stéphanie Guindon, infirmière praticienne spécialisée de première ligne et secrétaire de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, avec le lancement du guichet d'accès de première ligne, le gouvernement espérait résoudre le manque d'accès à un médecin de famille. Pourtant, seule la moitié des patients inscrits ont réussi à obtenir des soins à l'aide de cet outil. Il y aurait un Québécois sur 3 qui peinerait à avoir accès aux soins de première ligne de manière régulière. Donc, pour commencer, lorsqu'on parle de soins de première ligne, on parle de quoi exactement, Madame Breton? Oui, en fait, les soins de première ligne, c'est vraiment la base d'un système de santé. C'est le premier contact avec le citoyen. Souvent, il est recommandé d'être affilié à une source régulière de soins ou à un professionnel. Puis souvent, ici, on parle d'un médecin de famille. Oui. Alors, c'est vraiment, dès qu'on vient au monde, d'être suivi dans un lieu pour les interventions de prévention, les interventions de curatifs, même les interventions palliatives près de son domicile. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques exemples de soins de première ligne? Tout à fait. Le plus classique, c'est dans une clinique médicale ou un groupe de médecine familiale où il y a un médecin avec d'autres professionnels comme des infirmières praticiennes en première ligne, des travailleurs sociaux, des pharmaciens. Alors, au Québec, c'est vraiment notre modèle prédominant. C'est une équipe interprofessionnelle. Il y a un médecin de famille, mais dans lequel collaborent plusieurs autres professionnels. On parle beaucoup de nos problèmes d'accessibilité, mais j'aimerais qu'on dise qu'au Québec, on est les plus avancés au Canada sur le modèle interprofessionnel. Il faut être fier. On est vraiment basé, là, quand on a un médecin de famille, la plupart travaillent dans un groupe de médecine familiale. Il y en a plus de 350 au Québec. Alors, la difficulté, c'est d'avoir accès, et même quand on a un médecin de famille, d'avoir accès à son médecin de famille dans un temps approprié. Mais on est vraiment basé sur un modèle interprofessionnel où le travailleur social et le pharmacien font partie de l'équipe de base, qui est c'est très rare par rapport aux autres modèles dans le monde. Oui. Madame Guindon? Oui. De votre côté, comment, justement, c'est qui les soins de première ligne pour vous? En fait, c'est un peu ce que Mme Breton a dit. En plus, on peut maintenant ajouter les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées qui ont débuté en 2022. Décembre 2022, il y a quelques cliniques qui ont ouvert. Par la suite, plusieurs cliniques se sont développées. Présentement, au Québec, on est rendu à 13 cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. L'objectif du ministère, c'est d'avoir 23 cliniques là, d'ici 2028. Dans ces cliniques-là, c'est un peu le même genre de soins qui est donné en groupe de médecine familiale. Donc, il y a des professionnels comme des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, des pharmaciens, des infirmières cliniciennes, des nutritionnistes. Puis, avec le travail interprofessionnel, on essaie aussi, en fait, de mettre le patient avec le bon professionnel. Oui. Quels sont les besoins pour les soins en première ligne? Là, je pense plus du nombre de patients, peut-être orphelins d'un médecin de famille. Comment y répondre, professeur Breton?
Bien, en fait, quand on est orphelin, malheureusement, une de nos clés pour entrer dans notre système au Québec, puis dans plusieurs provinces, c'est d'avoir un médecin de famille, parce que c'est comme la clé. Est-ce que vous êtes inscrit à un médecin de famille et cette organisation, qui n'est pas nécessairement le médecin de famille, mais va vous permettre d'avoir accès aux autres professionnels de la clinique. Et c'est probablement le même cas pour des cliniques d'IPS. Est-ce que vous êtes inscrit à une IPS, puis cette clinique d'IPS va vous offrir des services. Alors, quand on est orphelin, cette clé-là, on ne l'a pas. Fait que souvent, dans les alternatives, c'est de se présenter dans les urgences ou d'aller dans des cliniques sans rendez-vous qui ne sont pas basées sur de la continuité de soins. Pour répondre à cette problématique, parce qu'on a créé quand même au Québec, puis au Canada, là, il y a 8 provinces qui ont créé des listes d'attente centralisées. On l'appelle les guichets d'accès aux médecins de famille, les fameux GAMF. Alors, si on n'a pas de médecin de famille ou d'IPS, parce que maintenant, on peut s'inscrire auprès d'une IPS. C'est nouveau au Québec, puis d'autres provinces l'ont fait avant nous. Alors, on peut s'inscrire sur cette liste d'attente centralisée pour nous aider à trouver cette affiliation. Mais pendant qu'on attend sur cette liste d'attente, qui peut parfois prendre 6 ans au Québec, c'est long. On a créé des guichets d'accès première ligne, les GAP, pour nous aider à naviguer puis trouver des consultations aux besoins. Alors, c'est une innovation québécoise. Il n'y a aucune autre province qui a créé c'est pour aider à la navigation pendant qu'on attend sur la liste d'attente. Mais par contre, il y a 8 autres provinces qui ont cette liste d'attente centralisée qu'au Québec, on appelle les GAMF. Et on est la plus populaire en termes de nombre de patients. 1,6 million de Québécois sont présentement inscrits dans le GAMF et en attente d'une IPS ou d'un médecin de famille. Oui, Madame Guindon, justement, comment on vous trouve là? Comment être sur votre liste d'attente ou avoir accès à vous? Ben, pas vous directement, on s'entend. En fait, pour les cliniques IPS, c'est la même chose que pour un médecin de famille. Les infirmières praticiens spécialisés peuvent aller chercher des patients sur le guichet d'accès à un médecin de famille, le GAMS. Il y a aussi d'autres façons, sans être pris en charge, mais de pouvoir être vu, exemple, pour un problème de santé courant, comme une otite, une pneumonie, en allant soit, en fait, sur Rendez-vous Santé Québec. Puis il y a aussi d'autres soins qui vont être donnés dans ces cliniques-là, comme des suivis de grossesse, des prises en charge pour les enfants pédiatriques, 0-5 ans. Et aussi, les cliniques IPS vont voir les patients de réorientation de l'urgence. Donc, si un patient se retrouve à l'urgence et que l'infirmière du triage juge que le patient pourrait être vu dans une clinique, ces patients-là peuvent être référés dans une clinique IPS à ce moment-là. Entendu. Professeur Breton, comment se place le Québec dans la gestion de la première ligne? Là, vous avez l'air de dire qu'on était quand même bien placé, mais... C'est une excellente question et c'est une grande question. Tu sais, je rappelle que tous les systèmes les plus performants dans le monde, ils se basent sur un système de première ligne intégré, bien coordonné. Puis on n'a malheureusement pas nécessairement cette grande qualité-là au Québec. Alors, on a des enjeux importants d'accessibilité. On en parle beaucoup. L'accès à avoir un médecin de famille, c'est une des caractéristiques. Mais est-ce que tu es capable, quand tu as un médecin de famille ou une IPS, d'avoir accès en temps opportun? Sur ces 2 indicateurs, on se classe parmi les derniers pays au Canada, pays dans le monde. Fait que le Canada, sur ces 2 indicateurs d'accessibilité, on est juste devant les États-Unis sur les 11 pays. Puis au Québec, on est parmi les pires provinces dans le Canada. Alors, c'est vraiment ces attributs-là qu'on a problématiques. Mais je rappelle qu'on a aussi des forces, la qualité de l'équipe interprofessionnelle. Mais si on revient, comment on se classe, on a vraiment des enjeux parce que la littérature scientifique est très éloquente sur le fait des bénéfices d'être associé à un professionnel, une IPS ou avoir un médecin de famille. Ça donne des meilleurs résultats de soins, meilleure qualité, globalité. Alors, même à la limite, un effet sur la mortalité, l'utilisation de l'hospitalisation, les utilisations de l'urgence. Alors, vraiment, d'avoir une affiliation à un professionnel qui nous connaît, c'est vraiment ce qui est grandement recommandé. Alors, quand on crée des structures comme des GAP pour nous aider à naviguer temporairement pendant qu'on est orphelin, c'est une patch nécessaire. Probablement, quand on est orphelin, ça nous prend des services. Sauf que la vision à long terme, c'est vraiment d'avoir une IPS ou un médecin qui nous connaît. Oui, j'aimerais peut-être explorer un peu les enjeux, justement. Je pensais qu'on était assez bon, finalement, on se retrouve quasi dernier. Est-ce que c'est parce qu'on manque de médecins pour offrir ces services? Est-ce que c'est ça? Ben, c'est une des théories, puis elle est très... C'est pas juste une théorie, là. On a moins... C'est quand même vrai. On a moins de médecins par rapport à beaucoup d'autres pays. Puis nos médecins, puis nos IPS, et en tout cas particulièrement les médecins de famille, on en a, sauf que 40% de leur temps n'est pas réalisé à faire de la prise en charge. Quand on travaille en hospitalisation, à l'urgence, on fait pas de la prise en charge dans la communauté. Alors, ça l'explique aussi cet enjeu-là de problématique d'accessibilité. Oui. Madame Guindon, c'est quoi les enjeux pour vous justement de ces soins de première ligne? C'est quoi que ça nécessite de bien particulier, votre œil d'infirmière praticienne?
En fait, ce que vous voulez dire, c'est pour pouvoir avoir accès? Oui. En fait, ce que dit Mme Breton, c'est un peu la même chose. Il manque de médecins, il manque d'infirmières praticiennes spécialisées. L'objectif du ministère, c'est d'avoir 2000 infirmières praticiennes spécialisées là, pour 2025. Probablement que le chiffre ne sera pas atteint. C'est sûr que ça fait un enjeu là, pour l'accessibilité. Oui, je vais continuer peut-être avec la professeure Breton. Justement, elle ouvre la porte sur le lancement de ce guichet d'accès à première ligne, le fameux GAP, là, qui ouvre la porte aux soins non urgents pour les Québécois sans médecin de famille. Pourquoi le GAP a été mis en place et où est-ce qu'on en est concrètement, là? Excellente question. On vient de célébrer les 3 ans des GAP au Québec. Ça a été implanté dans toutes les régions au Québec, mandaté par le gouvernement, qui était vraiment en réponse à, on a nos listes d'attente pour un médecin de famille ne cesse de grandir. Et pendant ce temps, pendant que les patients attendent, il faut leur offrir, on a une responsabilité de leur offrir des services, puis on va leur donner une alternative. Puis c'était basé sur l'expérimentation qu'a eu Bas-Saint-Laurent, de dire, dans le fond, quand les gens ont besoin, c'est pas nécessairement 100% des médecins de famille, alors on va réfléchir à mettre un mécanisme pour bien coordonner leurs demandes aux bons professionnels. Puis dans les faits, c'est vrai que moi, j'ai fait une étude en Montérégie. Oui. 55% des demandes au GAP, c'est orienté vers un médecin de famille. Alors, les 45 autres % sont orientés vers un autre professionnel. Puis c'est vraiment basé sur la pertinence, l'orientation des patients au bon professionnel. Alors, on y travaille cette trajectoire-là, puis on donne une solution aux patients qui n'est pas d'aller à l'urgence. C'est une solution qui a été mise en place, qui est temporaire, parce que je rappelle qu'on gère des épisodes de soins aigus souvent, puis c'est un épisode à la fois. Maintenant, il est possible d'avoir un deuxième rendez-vous avec le même médecin qui t'a vu dans un GAP, mais ça demeure des solutions temporaires. Ce que j'aime de ce que vous dites, c'est que presque une fois sur 2, c'est pas d'un médecin qu'on a besoin, c'est d'un autre professionnel. Quel autre professionnel et pourquoi, justement? Bien, en fait, on a fait une enquête de l'expérience des patients. Alors, parmi il y a eu 40 000 répondants, nous, des gens qui étaient sur la liste d'attente, sur la liste d'attente à un médecin de famille en Montérégie. Et de ces 40 000 personnes qui ont répondu à notre sondage, il y en a 20 000 qui ont utilisé le GAP au courant des 2 dernières années. Puis quand on leur demandait, quand vous l'avez utilisé, vers où vous avez été réorienté. Et c'est ça, 55 % ont été orientés vers un médecin de famille et 21 % puis là, c'est vraiment à autres professionnels. Ça peut être un physiothérapeute dans la communauté, ça peut être une infirmière dans la communauté. Alors, c'est 20 % qui étaient à un autre professionnel et il y a quand même 5 % parmi les 100 % des répondants qui ont été orientés vers l'urgence. Que là, l'infirmière ou la professionnelle du GAP, basé sur les informations données par le patient, on dit oui, allez à l'urgence dans cette situation clinique. Mais ça nous permet de penser que c'est moins. Les 95 autres ne sont pas allés vers là. Oui. Excusez. Et aussi 3 % qui ont été réorientés vers le pharmacien communautaire. Alors, c'est plein d'autres trajectoires complémentaires qui est basée sur une évaluation d'infirmière ou d'une secrétaire qui oriente le patient où aller. Et à Montérégie, il y a même des collaborations avec des pharmacies communautaires pour faciliter le lieu de direction du patient avec des formulaires standardisés pour que l'information circule entre le GAP et la pharmacie communautaire. Oui, j'ai vu ça dans mon quartier. Il y a quelques pharmacies qui commencent à ouvrir les portes justement à des petits tests, des soins, des analyses. Ça, c'est un autre enjeu, en fait. On pourrait en discuter. Là, je veux dire, il y a un besoin des patients. Oui. Alors, il y a un marché aussi. Les pharmaciens communautaires, de plus en plus, offrent des soins aux patients orphelins en embauchant leurs propres infirmières pour offrir des soins. En pharmacie, finalement. En pharmacie. Oui. Il y a aussi eu un sondage récemment canadien sur l'expérience des patients en première ligne. Et c'est au Québec que plus de Québécois payent de leur poche pour avoir accès à des soins primaires qui sont couverts par notre système. On peut comprendre. Si vous cherchez des alternatives, il n'y en a pas. Mais c'est préoccupant que les gens payent pour avoir accès à un médecin de famille, même en ligne, qui est accessible pour des soins couverts. Oui. Les infirmières praticiennes spécialisées et formées en soins de première ligne pourraient offrir une bonne réponse à ce besoin criant en offrant accès justement au corps médical des patients, en évitant d'encombrer les urgences. Madame Guindon, serait-il possible justement d'inclure dans l'équation plus d'infirmières praticiennes professionnelles qui pourraient justement répondre à certaines demandes de soins?
Certainement, c'est déjà fait aussi avec des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale. Oui. On essaie de mettre le bon patient avec le bon professionnel. Donc, ces infirmières praticiennes spécialisées-là vont évaluer, diagnostiquer, traiter des patients avec des problèmes de santé mentale, puis des fois qui vont être quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir en première ligne. On a aussi un travail de collaboration avec les infirmières cliniciennes, comme Mme Botton disait. On essaie de pouvoir référer le plus de patients possible. Donc, une infirmière clinicienne peut faire du suivi de diabète, de haute pression, qui sont déjà diagnostiqués. Donc, je pense que les infirmières praticiennes spécialisées peuvent collaborer à ce problème-là, mais aussi les autres professionnels, certainement. Oui, du côté des infirmières praticiennes, comment c'est accueilli tout ça? En fait, depuis que les infirmières praticiennes spécialisées peuvent inscrire les patients là, au niveau de la RAMQ, les gens sont très contents de ça, de pouvoir démontrer là, leur autonomie envers les patients, puis de pouvoir aussi participer en fait à ce problème-là, là, du fait que les patients n'ont pas accès à un médecin ou à une infirmière praticienne spécialisée. Elles l'accueillent vraiment bien. Là. On travaille fort et on travaille aussi en fait pour essayer de former le plus d'infirmières praticiennes spécialisées possible pour augmenter cet accès-là. Oui, rappelez-nous peut-être ce qui diffère justement d'une infirmière, on va dire standard, j'aime pas trop ce mot-là, mais clinicienne, d'une infirmière praticienne professionnelle. En fait, l'infirmière praticienne va avoir une maîtrise. Donc, cette maîtrise-là va lui permettre de pouvoir diagnostiquer des maladies chroniques, des problèmes de santé courants. Elle va pouvoir traiter ces maladies-là, faire le suivi, demander des dépistages. Tandis que l'infirmière clinicienne qui a un bac, elle va pouvoir faire, en fait, le suivi des maladies qui sont déjà diagnostiquées. Elles peuvent aussi, par contre, parfois faire des suivis de problèmes de santé courants avec des ordonnances collectives. Donc, exemple, quelqu'un qui a un mal de gorge, elle peut pas faire un diagnostic. Elle va avoir une impression diagnostique d'une pharyngite et elle va pouvoir traiter là, si les critères rencontrent l'ordonnance collective. Donc, l'infirmière praticienne va être plus autonome parce qu'elle n'a pas d'ordonnance collective à suivre. Elle va vraiment y aller avec son jugement clinique. L'infirmière clinicienne a aussi un jugement clinique, mais parfois elle doit suivre là, les ordonnances collectives et suivre les critères là, pour pouvoir traiter ou non. Oui, professeur Breton, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je pense que tu sais dans la réflexion de solutions, on parle beaucoup de comment on peut travailler autrement aussi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gains. On a un enjeu de ressources humaines qui demeure le problème ça disparaîtra pas. On a un enjeu de nombre de capacités. Mais pour agir, on peut agir sur l'offre et la demande. Puis moi, 2 éléments pour l'avenir, c'est vraiment de travailler sur le soutien à l'auto-soin pour les patients, par exemple, pour qu'ils puissent, puis ils le demandent. La plupart disent, moi, j'aimerais ça avoir plus d'informations pour pouvoir mieux Rappelez-nous ce que c'est un auto-soin. Par exemple, si je fais du diabète, c'est quoi, comment je gère bien mon diabète? Puis ça l'amène aussi que on travaille, mettons, avec des infirmières cliniciennes à leur dire, OK, là, faut penser à travailler autrement. C'est peut-être pas voir un patient diabétique qui est stable 4 fois par année parce qu'il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée de le voir 4 fois par année, mais peut-être 2 fois par année avec l'auto-soin. Et si le patient a des besoins, là, il faut lui donner un service. Ouvrir la porte. Fait que réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est pertinent, qui a une valeur ajoutée pour aller chercher de la capacité. Madame Guindon, est-ce qu'il y en a assez d'infirmières praticiennes professionnelles? Combien on en a au Québec? En ce moment, j'ai pas le chiffre exact, mais on est en bas de 2000, on en a environ 1500. Clairement, c'est pas assez parce que les patients n'ont pas accès à des médecins de famille ou des rendez-vous des fois de façon rapide. Donc, clairement, c'est pas suffisant. On travaille sur le fait de pouvoir en avoir de plus en plus là, au Québec. Peut-être, on a fait un sondage, j'appelle Nos soins. C'est une enquête à travers le Canada qui a été demandée aux Canadiens. Qu'est-ce que vous souhaitez d'un système de santé de soins primaires? Professeur Breton, c'était il y a combien de temps? Ça fait 1 an. Puis, une des questions importantes, puis je pense que c'est un apprentissage, c'est est-ce que vous souhaitez avoir un médecin de famille ou une autre professionnelle? Et la population est très ouverte à avoir quelqu'un d'autre qu'un médecin de famille. Et d'être inscrit à une IPS ou à une autre personne n'est pas un plan B, c'est un plan A de qualité. Fait que je pense qu'il faut aussi former la population pour dire on vous offre un rendez-vous avec un autre professionnel et ce n'est pas parce que le médecin de famille n'est pas disponible, mais c'est parce que c'est la trajectoire appropriée dans votre situation clinique. Entendu. Madame Guindon, ces cliniques d'infirmières praticiennes multidisciplinaires, comment elles fonctionnent exactement?
Je vous dirais que ça ressemble beaucoup à un groupe de médecine familiale. Ah. Donc, elles vont avoir des patients qui peuvent prendre rendez-vous, là, comme je disais tantôt, soit par téléphone, soit par Internet, ou des patients qui sont déjà pris en charge par des infirmières praticiennes spécialisées. Puis, elles vont prendre rendez-vous quand elles ont soit besoin d'accès adapté, donc un rendez-vous rapide parce que la personne va présenter un problème de santé courant, ou prendre un rendez-vous pour son suivi de maladie chronique. Puis, on essaie de pouvoir, en fait, on essaie vraiment de mettre le bon patient avec le bon professionnel. Donc, si le patient appelle et un problème qui peut être réglé par l'infirmière clinicienne ou par la travailleuse sociale ou le physiothérapeute, par exemple, on va essayer de mettre ce patient-là dans l'horaire de ce professionnel-là, et le professionnel va pouvoir juger ensuite s'il doit avoir l'infirmière praticienne spécialisée ou non. C'est des cliniques d'infirmières praticiennes où il n'y a pas de médecin, donc c'est vraiment le patient va être vu seulement par l'équipe professionnelle, oui, et l'infirmière praticienne. Puis, si l'infirmière praticienne juge qu'il a besoin de voir un médecin spécialiste, par exemple, elle va faire une demande pour la deuxième ligne à ce moment-là. Oui, ça serait comme dans un deuxième temps. Est-ce que ça pourrait ressembler quand même à la prise en charge d'un médecin en termes de soins ou... Je veux pas dire que les infirmières praticiennes sont des médecins, mais c'est la même chose. Le patient va être suivi, on va demander des dépistages, on va faire le suivi du diabète, on va le traiter, on va le revoir le patient jusqu'à temps que son diabète soit contrôlé ou sa haute pression. Donc, ça va vraiment être la même chose qu'un médecin de famille. On demande les mêmes dépistages, exemple pour les cancers, le cancer colorectal, les pap tests. Donc, les services sont similaires, pratiquement les mêmes. Oui. OK. Professeur Breton, vous avez abordé Nos soins tout à l'heure, ce sondage-là. Pourquoi ça avait été lancé et c'était quoi les résultats les plus probants pour nous là, en termes de... En fait, il y a un consensus à travers le Canada qu'il y a une crise en soins primaires. On a un problème d'accès à un médecin de famille à temps opportun, mais les autres provinces partagent la même problématique, puis on sait que c'est un fondement d'un système de santé performant. Alors, Santé Canada a financé cette étude-là qui a eu lieu dans 5 provinces. Et l'origine, l'Ontario, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Colombie-Britannique. Et l'originalité de cette étude, c'est que c'est une étude qui est la voix citoyenne. On a demandé aux citoyens quelles sont vos recommandations pour les soins futurs primaires. Alors, il y a un sondage en ligne que 1000 Québécois ont participé sur 9000. Alors, c'est le premier volet. Le deuxième, je trouve très, très riche, c'est qu'on a formé 31 Québécois et ont donné 50 heures de leur temps pour recommander des recommandations. Alors, c'est en ligne si vous souhaitez. Là, c'est un rapport écrit par les citoyens qui recommande notamment d'avoir accès à une source régulière de soins, un professionnel qui les connaît, de les soutenir dans l'auto-soin, d'avoir accès à leur dossier. Alors, toutes des choses que la littérature recommande aussi, qu'il y a vraiment une convergence de ce que les patients veulent. Puis c'est ici qu'on dit, ça n'a pas besoin d'être un médecin, mais je veux avoir quelqu'un qui nous connaît ou un endroit où aller. Je veux aller au même endroit. Puis c'est ce que la littérature dit, d'avoir une source régulière de soins, et idéalement un professionnel qui nous connaît, c'est lié à des indicateurs, à des effets bénéfiques. Oui, en fait, d'avoir un suivi, parce que de ne pas avoir l'impression d'être toujours tout seul à essayer de trouver la bonne porte. Vous dites les bons mots. On mise énormément sur de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est bien, mais la continuité, c'est mieux. Il faut avoir toute cette idée de prévention, coordination, globalité de soins. Et l'accès, c'est une première clé pour y obtenir, mais toute la magie s'opère quand on a des relations continues et on ne gère pas des épisodes de soins comme le fait actuellement le GAP. Oui, c'est un peu ce que font aussi les infirmières praticiennes, finalement, un suivi. Madame Guindon? Oui, la même chose. Le suivi va être fait jusqu'à temps. En fait, on les prend en charge, donc je veux dire jusqu'à la mort. Puis certainement, la continuité, je suis tout à fait d'accord avec Madame Breton, c'est ce qui est important parce que si on voit le patient puis qu'après ça, il est laissé à lui-même, son diabète peut se détériorer et là, on recommence un peu. Puis souvent, ils vont être moins bien que la première fois qu'on va les avoir vus. Donc, d'avoir quelqu'un qui les connaît, souvent, ça va diminuer aussi les consultations à la longue. Oui, quand on parle de soins primaires, qu'est-ce qui change pour les infirmières praticiennes spécialisées? Est-ce qu'il y a une formation supplémentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose... En lien avec la formation, vous voulez dire à l'université? À l'université ou sur le terrain, parce qu'on sait que la formation, ça ne s'arrête pas juste... Oui. En fait, les formations, les infirmières praticiennes spécialisées vont faire des formations médicales comme les médecins. Donc, ils vont avoir des congrès avec les infirmières praticiennes spécialisées, mais aussi les congrès médicaux. Je voudrais qu'il y ait une belle collaboration entre les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées. Donc, elles peuvent participer aux différentes formations qui sont aussi à des visées médicales.
Oui, parce que les soins de première ligne, c'est surtout quand on ne connaît pas les patients, j'imagine que c'est un petit peu plus délicat quand la personne arrive, puis des fois elle est peut-être beaucoup plus stressée que si elle allait simplement voir une visite, une consultation. C'est sûr que les bénéfices de développer une relation, quelqu'un qui nous connaît, l'historique, c'est sûr qu'après on peut même... le bon dossier, c'est ça? Il y a aussi, à défaut d'avoir le même professionnel, si vous allez dans la même organisation, la même clinique, on parle de la continuité informationnelle parce le dossier au moins est au même endroit. Puis la personne a accès parce qu'ici, si on va dans une autre clinique, bien, l'information clinique ne suit malheureusement pas. Mais c'est sûr que là, on gère des épisodes de soins qui est mieux que rien. Mais je pense que toute la magie de la prévention, on le fait moins dans des contextes d'épisodes de soins aigus. Oui. Madame Guindon, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de la mobilité. Je sais que c'est un peu délicat, mais est-ce que ces infirmières-là, si on leur demande justement une formation, d'être prêtes à justement embarquer avec des nouveaux patients, mais qu'on leur dit, finalement, tu iras dans la ville voisine, comment c'est accueilli, ça? Je vous dirais que pour les infirmières praticiennes spécialisées, ce n'est pas un enjeu présentement. Il n'y a pas de demande de mobilité parce que justement, on veut que le patient ait une continuité. Donc, si l'infirmière praticienne spécialisée change d'endroit, elle avait déjà des patients à sa charge. Donc, qu'est-ce qui advient de ces patients-là? Donc, il n'y a pas une plus-value là, de changer cette façon de faire et de demander une certaine mobilité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les infirmières praticiennes spécialisées vont souvent travailler dans d'autres milieux que dans les cliniques IPS, dans les groupes de médecine familiale où est-ce qu'ils travaillent. Donc, elles vont avoir une certaine mobilité, exemple, pour aller faire du CHSLD, du soutien à domicile, de la clinique ITSS, des choses comme ça là, pour... Et comment c'est accueilli par vos professionnels? C'est très bien accueilli. Les gens aiment parfois faire changement de la pratique. Je voudrais comme les médecins qui font, exemple, de l'hospitalisation, qui vont faire d'autres types de soins. Donc, ça change un peu le type de pratique. D'aller en CHSLD avec les personnes âgées, la pratique est tout à fait différente. Mais c'est super enrichissant aussi là, pour les soins. Oui. Professeur Breton, je vais terminer avec vous assez rapidement. Donc, si on parle de gouvernance de la première ligne, qu'est-ce qu'il faudrait transformer et très rapidement, évidemment, là, qu'est-ce qu'il faudrait... Très rapidement, on a une gouvernance médicale actuellement, le département régional de médecine familiale, les DRMG. Je pense qu'il faut améliorer cette gouvernance-là, ou pas l'améliorer, mais... L'enrichir? L'enrichir, tout à fait. L'enrichir avec d'autres professionnels. Il y a déjà d'autres professionnels, mais vraiment que ça soit une gouvernance territoriale, interprofessionnelle, en lien étroit avec les organismes communautaires, toutes les pharmacies communautaires. Alors, d'avoir vraiment une gouvernance territoriale, de proximité avec les différents professionnels qui offrent une offre de service sur ce territoire-là avec une représentation citoyenne. Oui, j'aime ça le mot proximité. Et citoyen aussi, là, ensemble. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Mylène Breton, professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne, et aussi de Stéphanie Guindon, infirmière praticienne spécialisée de première ligne et secrétaire à l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Merci à tous les deux. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robert-Cher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission si vous l'avez aimée, partagez-la et visitez aussi la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite tous et toutes de passer une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont précédé